Je n'arrive pas à la calmer, je n'arrive pas non plus à me calmer moi-même. Je veux juste dormir. Je suis épuisée. Miguel attend encore un petit moment pour se réveiller. Je lui donne le sein. Je me rendors juste avant que le réveil sonne. 6h30. Voilà ma nuit. Le matin, j'ai plus la force de m'habiller. Je me mets juste une veste et j'accompagne les grands à l'école. Pilar et Miguel, eux, restent avec moi. Je n'ai pas trouvé de place en crèche. Il y a une seule crèche dans le quartier et moi, je ne travaille pas, donc j'ai pas le droit. J'aurais une seule envie, dormir. J'ai comme un pic à glace dans ma tête. Peut-être que je suis malade. Parfois, je deviens méchante. Mon mari n'est plus là et je dors toujours avec mes petits dans le même lit. Je n'ose pas le dire au docteur, mais c'est pas seulement une question d'espace. J'ai peur qu'ils dorment tout seuls. Ils sont trop vulnérables encore. La nuit, il y a plein de présences. Et puis moi non plus, je n'aime pas dormir seule. Je suis habituée comme ça depuis petite. Je dormais avec ma mère et mes frères et sœurs. La nuit, on reste tous ensemble, on se sent protégé. Le docteur m'a dit que le sommeil est réparateur. Ça nous aide à nous régénérer. C'est vrai, je m'aperçois que quand je ne dors pas, je me sens triste, sans force. Je deviens nerveuse. C'est normal, il m'a dit. On ne doit pas se sentir coupable. Oui, mais c'est difficile d'être parent quand on est trop fatigué. Merci, madame. Bonjour à tous. Ce texte a été inspiré par beaucoup d'histoires des mères et des pères aussi, mais surtout des mères. Oui, justement, je vais me présenter. Je suis Arianna Cecconi. Et donc, ce texte a été inspiré par des histoires, des vraies histoires de vie, des mères qu'on a rencontrées avec Frédéric et Touya, qui après ils vont se présenter, sur un atelier sommeil qu'on fait depuis 2 ans. Ces expériences ont été recueillies à Calisté, à Cité Calisté. On fait l'atelier dans des foyers des mères, dans des autres PMI. Parce qu'être parent, on a beaucoup discuté de la difficulté d'être parent, et on est parent les jours et on est parent la nuit. Et la nuit, c'est vraiment souvent les moments où on se retrouve les plus seuls, parce qu'on est chacun dans son propre lit, dans sa propre maison, avec la gestion des fois de plusieurs enfants. Des fois, on est seul. Et le sommeil est quelque chose qu'on a pu, au fur et à mesure de ces années, apprendre. C'est vraiment quelque chose qui est bien beaucoup affecté par le fait d'être parent. Et c'est souvent les manques de sommeil aussi qui nous amènent dans des états où la fatigue, l'être méchant, ça n'arrive à pas contrôler ces expériences-là. Et c'est pour ça qu'on mène des ateliers depuis 2 ans sur ces questions-là, pour en parler aussi, parce que c'est quelque chose souvent qu'on garde pour soi, parce qu'on se sent que du coup on ne fait pas bien. Ça veut dire que si les enfants ne dorment pas parce que c'est notre faute, peut-être qu'on n'a pas bien leur appris. Et du coup on cherche de parler du sommeil, alors que c'est quelque chose vraiment qui ça appartient à tout, parents et pas parents, parce que là, justement, on voudrait aujourd'hui parler du sommeil comme quelque chose qui est à chacun et que c'est quelque chose qui, c'est pas naturel comme on dit. Vas-y, va dormir et tu vas dormir. Non, c'est pas ça. En tout cas, ça n'arrive pas comme ça pour beaucoup de gens. Moi, je suis anthropologue et je m'intéresse à comment, selon les cultures, on dort différemment et selon les cultures aussi, on transmet les sommeils différemment. Là, je passe la parole à mes collègues et après, on vous présentera quelque chose pour discuter tous ensemble sur ces questions-là du sommeil, parce qu'on pense qu'on parle trop peu de cette question et c'est vraiment des fois central par rapport à les enjeux d'être parent. Bonjour, moi je m'appelle Frédéric Fabre, je suis psychologue. Donc, je travaille effectivement avec Arianna sur toutes ces questions-là. Je suis maman aussi de 2 enfants. J'ai trouvé ça à l'origine de ce projet, c'est nos expériences personnelles aussi, donc quand même assez compliqué d'être maman et d'affronter les questions comme celles des personnes dans la rue qui me demandaient si à 3 mois ou même avant il faisait ses nuits, il dormait, alors que
C'était pas du tout ça. Et je trouvais que c'était assez culpabilisant d'avoir à gérer avec ces questions-là. Et qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'interlocuteurs et de personnes avec qui en parler. Donc voilà, on s'est intéressé à ces questions-là. Et aujourd'hui, ce qui nous intéressait, c'était aussi de savoir ce que vous en pensiez. Sur toutes ces questions de sommeil, comment vous dormiez, mais aussi comment vous arriviez à gérer avec les enfants. Comment est-ce qu'on peut peut-être les aider à bien dormir? Parce que si eux, ils dorment pas, ben nous, on dort pas. Et l'expérience, comme disait Ariana, de chacun, de l'épuisement. Et que quand on est épuisé, bah, ça aussi, on n'ose pas en parler, mais bah, on supporte plus rien, on s'énerve. Et ça peut aller loin, quoi. C'est-à-dire que on peut aussi réaliser à quel point manquer de sommeil, c'est quelque chose de très, très douloureux. On a souvent dit que c'était une torture, que c'était très difficile. Ça a été utilisé comme une torture. Et du coup, quand le bébé devient lui-même l'élément qui nous torture, c'est difficile. Voilà. Moi, je m'appelle Touya. Je suis artiste et je travaille avec plusieurs techniques du dessin, de la sculpture. J'ai fait pas mal de la vidéo aussi. Et je travaille sur les enjeux du sommeil et des rêves nocturnes. D'abord, j'ai commencé avec Ariana sur les rêves depuis 2010. Et maintenant, je travaille aussi aux ateliers avec Frédéric et Ariana sur les enjeux du sommeil. Pourquoi? Parce que quand on parle du sommeil et des rêves, on aborde aussi la question très importante de comment les exprimer. Comment, disons, saisir d'abord et expliquer des sensations, des émotions qu'on a dans le sommeil qui sont entre un état de conscience et un état qui est autre, qui est spécial. Ça, que c'est, et en tant qu'artiste, je m'intéresse à ça, en fait, à saisir tout ce que c'est un peu la matière de notre imaginaire, de quand on n'est pas tout à fait... quand on ne contrôle pas tout à fait tout notre cerveau et toute notre cognition. Pendant la veille, on a une conscience active, on est normalement présent. Et la nuit, ça se passe des fois des choses qu'on n'arrive pas à comprendre ou à saisir. Et c'est un peu pour ça aussi que je travaille dans les ateliers, pour faciliter des fois aussi le partage entre les personnes sur des contenus qui sont vraiment des fois très très mystérieux et compliqués à expliquer avec les mots. Et là, ça va avec la vidéo proche. Ah, il est prêt, super. Et du coup, là, on commence à l'atelier par vous faire voir d'abord un petit court-métrage qu'on a réalisé avec Ariana, qui en tant qu'anthropologue, elle a commencé à demander aux gens comment c'est ton sommeil. Et là, sont sorties beaucoup de choses. Et ce petit film s'est concentré sur la texture du sommeil. À quoi ça ressemble mon sommeil? Et là, j'essayais de faire l'image à ça. Et bon, on commence avec ça. Yo me meto en la radio y me doy en la estación y yo me entretengo, por dormir c'est Radio Nacional de España. Ça me fait bien d'écouter des dialogues en espagnol. Parce que des fois je passe toute la journée sans dire un mot en espagnol. J'arrive à la fin de journée et c'est comme si je comprends rien. Je mets en espagnol, je me donne moins de temps de si c'est des gens qui vraiment qui parlent. Un stress ou quelque chose il parle, je n'arrive pas à dormir, ça arrive, parfois je dors avec un film et je me réveille et je dors. Un truc qui peut me tenir éveillé des heures, par contre, c'est avec la musique. Le casque sur les oreilles, ça c'est un truc. Et j'adore parce que généralement je mets musique justement pour m'endormir. En fait, je peux penser à une sorte de soleil où tu fais des allers-retours entre le sommeil et la musique. Je lis vraiment un peu tous les jours, même si je suis
journée, et je lis sans les lunettes, souvent, pour me fatiguer plus vite, pour dormir. Je peux chercher mon portable, ou je regarde un film. Comment je m'endors? Alors moi des fois je prends mon ordi, bon, chercher du son, des trucs, des infos, Wikipédia. Des fois alors, je mets mon ordi comme ça, l'ordi penché comme moi. Je pense à des choses qui me font plaisir. Alors c'est pas forcément des choses réelles, hein. Le fait de commencer à partir dans l'imaginaire d'un truc qui me plaît. J'imagine des lieux tranquilles. Le tranquille qui te connaît vraiment ou oui, je connais déjà. Par exemple, le lieu que tu imagines. En ce moment, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. C'est un lieu qui pour moi c'est très tranquille. Moi j'aime bien imaginer que dehors il fait très 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 froid, qu'il y a du vent, qu'il y a une tempête, et de m'imaginer à l'abri de tout ça. Je sais pas, il y a un truc d'imaginer tous ces intempéries et moi qui suis protégée quelque part, et donc le sentiment de protection. Je mélange, je ferme les yeux, je visualise un peu le chemin, j'emprunte ce chemin, et des fois ça marche tellement bien que le chemin devient réel, et c'est d'un coup je pars dans le rêve de suite, et je sais pas, à la campagne. J'aime beaucoup si je parle avec quelqu'un et que je suis en train de m'endormir, et même pareil si c'est l'autre personne qui est en train de s'endormir, parce que de voir comment les discours partent ailleurs, même que là il y a des associations qui ne sont pas des associations, il y a des règles qui rentrent dans le discours, et ça c'est drôle, c'est amusant, c'est drôle en fait, c'est vraiment une manière de se détendre. Ça m'est arrivé de dire des bêtises, non, que l'autre personne ne se rend même pas compte que tu es en train de t'endormir, mais à un moment donné tu dis quelque chose qui est tellement déplacé que dire voilà, peut-être fait des parties. Après tu te réveilles un peu, tu t'endors encore. Je vois le moment où je suis en train de m'endormir, et là c'est plein d'images qui vont, comme des rêves un peu, mais pas encore des vrais rêves. Quand c'est plein, super vite, plus vite que je peux même réfléchir. J'ai pas le temps de réfléchir à l'image, c'est beaucoup les visages. C'est les moments où je vais partir. Ouais. Normalement, j'ai des petits mouvements de les jambes et je sais que je suis presque dans un état de sommeil. Tomber dans la sable. Oui. Non, c'est plutôt sombre, plutôt plus noir que blanc, et c'est pas si souple que ça. C'est un peu dur, je trouve que c'est quelque chose de... Ouais. Pas comme du bois, mais quand même assez solide. C'est pas fluide. Qui vient de la tête et qui a un poids, oui, un poids, c'est sûr. C'est que moi, je m'envole pas. Je reste bien là, un peu plus lourde, ouais. Plus lourd, moi je dirais, plus je pars vers le bas, je m'enfonce après dans le sommeil, dans les rêves et tout ça, c'est voilà. Je dirais comme si le corps il part vers le bas et comme ça mon esprit part vers le haut. Séparation. Tu l'as dessiné ça? C'était pas mal. Mais maintenant, je vois un peu de mal en fait. Pour moi, c'est un peu peur. C'est très souvent, c'est des sons noirs, pas noir dans le sens. Pas lourd, non, pas lourd, c'est vraiment. Oui, lourd dans le sens.
aussi, enfin, peut-être c'est vraiment un truc qui t'enveloppe, vraiment qui t'enveloppe, et puis un sorte de cocon protecteur. Je dirais du velours noir ou rouge foncé. Je ne sais pas comment dire, très avvolgente, qui t'entoure, mais que je dors très profondément, très bien, mais je me sens très rassurée, très embrassée. Un glissement, mais un glissement sur une matière douce, tu vois, comme quelque chose de très flottant, que ça flotte, ouais, tu vois, de la mer quand tu t'abandonnes dans l'eau, c'est plutôt, voilà, une sensation de flottement. Le sommeil et une eau noire. Une eau noire. De l'eau noire. De l'eau noire. Ouais. Mais comme un drap, Je pense que c'est vraiment pareil. en douceur d'un drap blanc. Je dis que je ne sais pas exactement ce que c'est un cocon. Le cocon, c'est par exemple le papillon, avant de la papillon, c'est un cocon. La chenille, et c'est fait un cocon. C'est ça. Super, en ce moment, les réveils, c'est super. Tu t'arraches, les yeux sont entiers fermés, un truc, vraiment, tu te prends toute la tête qui tombe. C'est un peu, c'est pour ça que je disais cocon, c'est vraiment l'impression que tu as tous les restes du cocon qui te restent encore, puis alors, tu nettoies vraiment. Il y a les mecs qui sont pas accrochés tout, les yeux sont tout endormis, la tête, tout ça, mais c'est pas seulement les yeux, parce que les yeux c'est normal, c'est vraiment la tête un peu du cerveau qui est super chaud en fait. Ouais, j'ai l'impression de forcer quelque chose, de m'arracher de quelque chose qui est pas ça, pas du tout. Et voilà, après ça passe au bout, ouais, le temps de réveiller doucement, ça passe au bout d'une demi-heure. Je pense que c'est aussi un peu avec la vie que j'ai menée l'année dernière notamment, parce qu'il y a des endroits où je ne repasse pas tout à fait, mais il faut que je me lève, et du coup c'est m'arracher les femmes, c'est vraiment une gestation avant de réveiller qui est super chouette. C'est dans les couleurs qu'il y a. Le soleil qui fait les couleurs. Si je regarde le soleil, c'est tout jaune. Si je me reste un peu, c'est violet. Si je reste à ce côté, c'est bleu. À ce côté, c'est orange. Non, moi je m'endors assez facilement. Parce que je ne me couche pas tôt. Mais des trois, si je me couche tôt, je me réveille tôt. Alors là, c'était ces petits films qui on peut, pour commencer à aborder le fait que les sommeils, du coup, chacun a sa façon déjà de s'endormir. On a vu qu'il y a chacun qui trouve les sommeils différemment et chacun aussi sent les sommeils différemment. Moi, je me suis beaucoup, comme je vous disais, intéressée au fait que les sommeils a été beaucoup présenté comme quelque chose de naturel. C'est naturel qu'on dort 8 heures par nuit. Alors que si on étudie l'histoire aussi du sommeil, on se rend compte déjà que le sommeil, c'est quelque chose qui s'est beaucoup transformé avec la société. Par exemple, quand il n'y avait pas l'électricité, c'était complètement différent les rapports qu'on avait au sommeil. Et le fait aussi qu'on dit 8 heures par nuit, ce n'est pas la nature physiologique de chacun, parce que chacun a des manières différentes aussi de dormir. Après, le fait qu'on doit dormir 8 heures par nuit, c'est aussi lié à notre société, parce qu'on a l'école, parce qu'on a le travail. Donc, c'est une nécessité qui s'est imposée aussi par rapport au fait qu'on habite dans une société où la nuit, c'est pour le sommeil. Moi, j'ai vécu beaucoup d'années au Pérou, par exemple, où, sur les montagnes, où les gens étaient des paysans et pâturaient les animaux. Et là, par exemple, la nuit, ce n'était pas du tout comme ici, que toute la nuit, en continu, on doit dormir. Là, la nuit, on se réveillait plusieurs fois la nuit. Et par contre, on dormait beaucoup les jours. Donc ça, c'est pour dire que vraiment, le sommeil est très, très influencé par la manière dans laquelle on vit, par notre culture, par notre façon de vivre aussi.
On voit qu'il y a les grands dormeurs, par exemple. Nous, maintenant, on travaille avec les centres du sommeil de l'hôpital La Timone. Et là, par exemple, déjà, il y a vraiment des gens qui ont beaucoup besoin de dormir. Ils sont dits des grands dormeurs, et des gens qui ont moins besoin de dormir. Donc là aussi, c'est vrai que s'adapter au sommeil, c'est quelque chose de très vaste. Mais on ne parle pas beaucoup de sommeil. C'est vrai que dans notre société, ici, par exemple en France, parler du sommeil, c'est un peu venu privé. C'est-à-dire chacune, un peu, c'est quelque chose qu'on garde pour soi. Ben, on dit, t'as bien dormi ou mal dormi, ça oui. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment la nuit pour chacun de nous? C'est quelque chose qui reste un peu dans l'ordre de l'intime. Alors que là aussi, c'est quelque chose qui, pour d'autres pays ou d'autres cultures, c'est pas ça. Parce que par exemple, j'ai fait encore l'exemple du Pérou, mais on a rencontré beaucoup aussi des femmes, par exemple, comoriennes, qui nous disaient, nous, chez nous, on dort tous dans la même pièce. On n'est pas quelque chose, le sommeil, c'est pas quelque chose que tu dois être au noir, toute seule dans une pièce, alors que c'est quelque chose qu'on dort tous ensemble. Donc c'est vraiment chercher de comprendre aussi comment chacun dort, et aussi la difficulté. Ce matin, on a vu, et cet après-midi aussi, comment des fois, quand on a des parcours, par exemple, qu'on vient de notre pays et on vient ici, aussi ça change. Et du coup, comment on fait avec ce nouvel changement des vies par rapport au sommeil? Et dans les ateliers, du coup, nous, on cherche un peu d'explorer ça, c'est-à-dire d'accompagner les gens déjà à trouver c'est quoi son propre rapport au sommeil, même chercher de partager ces expériences-là, parce que des fois, les garder pour soi, c'est plus difficile, parce que des fois, on dit, peut-être que j'ai quelque chose, j'arrive pas à dormir, et du coup, je suis bizarre, mes enfants ne dorment pas, du coup, c'est moi, c'est ma faute, alors que c'est vraiment quelque chose qui est influencé le sommeil par beaucoup, beaucoup de choses, par notre vie, par notre manière d'être, par le fait si on travaille, si on ne travaille pas, il y a plein de choses qui affectent le sommeil. Et en parler, on a vu avec les groupes avec lesquels on travaille, des fois, on peut se rendre compte que les expériences des unes, ça rappelle les expériences des autres. Je ne sais pas si du coup, si on voulait commencer un peu aussi à partager, si quelqu'un a envie, par exemple, de partager son propre rapport au sommeil, comment vous endormez, si vous avez des moments... Voilà, je m'appelle Martial. Alors la nuit, je dors 6-8 heures, et le matin, je me lève et je suis fatigué. Ben, c'est un mystère, ça. Ouais, ouais, j'ai les médicaments, mais... Alors je bois le café, vite. Voilà, c'est tout. Pourtant, je dors 6-8 heures. Enfin, c'est pas d'où ça vient. C'est un mystère. Mais ça, c'est une expérience, par exemple, qu'on a rencontrée pour beaucoup de personnes. Justement, il nous dit, les docteurs, il nous dit, le sommeil, c'est réparateur. Normalement, dans le sommeil, on se régénère. Donc, le sommeil, ça fait du bien. Mais en même temps, des fois, c'est vrai qu'on se réveille comme si toute la nuit, on a voyagé. Là, c'est aussi les rêves. Souvent, des fois, les gens nous disent, j'ai fait des rêves qui m'ont fatigué. C'est comme si je me suis vraiment battue toute la nuit, j'ai eu des cauchemars. Et c'est vrai que c'est une expérience qu'on retrouve pour plusieurs personnes. Le fait que même si on dort, et quand même, on se réveille fatigué. Je m'appelle Jean-Michel. Moi, je dors trop parce que dans mon sommeil, c'est le traitement qui me fait dormir. Et le matin, j'ai du mal à me réveiller. Je dors au moins du matin jusqu'à peut-être l'après-midi. C'est tout l'après-midi. Et c'est le traitement qui est douloureux pour moi. Voilà. Et ça, il faut que je voie le psychiatre pour lui en parler. Merci. Au revoir. Merci. Et moi, j'ai une question. Est-ce que vous vous souvenez si la manière de dormir et votre sommeil, c'était différent avant de prendre les médicaments? Et comment c'était avant c'était différent, la sensation? Avant, c'était différent parce que je m'aérais beaucoup dans la campagne et ça me faisait du bien que de prendre toujours des médocs. Je trouve ça absurde que de prendre toujours des médicaments. Ça pourrit la santé, premièrement. Ça fait des effets secondaires. Et ça tunit sur le cerveau. Ça tunit sur le cerveau. Et moi, j'ai un truc psychique. On m'a dit, mon psychiatre, j'ai un truc psychique. Mais moi, ce que je pense actuellement à travers de la psychiatrie, ils n'auraient pas dû me donner la souffrance de ma mère et la souffrance que j'ai perdu 2 membres de ma famille à l'hôpital de Toulouse. Mes parents sont nés en Algérie, vous comprenez, et il y a eu des difficultés dans la famille,
Et voilà pourquoi j'ai perdu un peu le contrôle de ma fatigue. Et je dors beaucoup. Et j'ai du mal à venir à l'hôpital de jour. Il faut me comprendre parce que moi, je ne peux plus survivre comme ça avec des médicaments. Et des médicaments, ça me pourrit la santé. Vous comprenez? Et j'ai failli me suicider une fois, mais par rapport à la psychiatrie, parce que j'ai trop souffert de la psychiatrie et j'en ai eu marre de la psychiatrie. J'en ai eu marre. Et voilà, merci. Merci à vous pour votre appel, que j'espère que ça soit utile aussi pour d'autres gens qui peut-être ils ont des problématiques similaires. Ça, Au niveau de la psychiatrie, on profite trop sur mon cerveau psychique. On m'a dit que j'avais une psychose, que ce n'était pas vrai. Et je cherche pour voir en savoir plus parce que moi je danse beaucoup en ce moment. Et c'est ça qui m'aide pour danser, pour améliorer la chose et faire un spectacle sur l'hôpital de Toulouse qui va certainement se faire actuellement. Et ça m'aide beaucoup, la danse ça m'aide beaucoup à participer à mon évolution de la santé. Merci. Merci à vous. Alors, je vais poser une question à l'anthropologue. Le sommeil en lui-même, c'est pas, c'est l'idée, je l'extrapole là, c'est pas une avant-goût aussi d'une mort? Parce que beaucoup ont peur du sommeil parce que c'est une rencontre. Et voilà, c'est juste. Est-ce qu'il n'y a pas un lien, quelque chose qui nous amène là-dedans, quoi? C'est pour ça que des fois on veut vite se réveiller. On dit putain, on ne veut pas mourir, quoi. Dans beaucoup, justement, dans toutes les mythologies, dans presque beaucoup de cultures, dans les mythes des diverses cultures, il y a cette idée que le sommeil c'est une petite mort. C'est comme, et ça c'est de tout. Dans tous ces mythes, ils parlent vraiment de la peur, du coup, de s'abandonner, parce que c'est vrai que quand on dort, on s'abandonne à quelque chose qu'on ne contrôle plus. Et c'est assimilé à la mort, dans le sens que c'est vrai que c'est les moments où notre être, c'est que comme on est, on perd le contrôle de cet état-là. Et du coup, on rentre dans un univers qui est inconnu, comme la mort. Donc c'est vrai qu'elle a été, depuis vraiment des siècles, a été décrit comme petit mort. Même si cette idée de la mort, qui du coup c'est une sorte a été après, quand on a commencé à étudier ce qui se passe dans les sommeils, par exemple avec tous les enregistrements qui ont fait après vers les années 50, parce que même avant, les scientifiques disaient les sommeils, ça se passe rien. C'est comme si on éteint on se déconnecte et c'est fini, et du coup après on se reconnecte et c'est la vie. Et là par contre, depuis les années 50, quand on a commencé à voir qu'est-ce que ça se passe dans les cerveaux, on s'est rendu compte que dans les sommeils, c'est vraiment les moments où ça se passe plein de choses. Il y a à la fois tout un travail émotionnel, de la mémoire, les hormones, il y a plein de choses qui se passent. Et du coup, même si c'est assimilé en mort, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas, et en même temps c'est un moment tellement important et d'activité. C'est pour ça que aussi pour les enfants, les tout petits enfants, c'est tellement important de dormir parce qu'ils se construisent pendant la nuit. Et là, les problèmes aussi de comment, et ça c'est une chose que du coup on aborde beaucoup dans les ateliers, comment on peut apprendre aux enfants à dormir? Moi, personnellement, par exemple, j'ai un enfant qui a vraiment eu des gros problèmes de sommeil, il ne voulait pas dormir, et tous les gens me disaient, mais non, c'est pas normal, à 3 mois, elle fait ses nuits, il doit faire ses nuits, c'est là. Et comment je faisais du coup à le faire endormir? Et tu le fais pleurer, tu le fais pas pleurer. Il y avait plein de choses qui m'étaient dites, et moi je ne savais pas quoi faire, j'étais complètement perdue par rapport à qu'est-ce que je devais faire pour le mettre en sécurité et le mettre dans les sommeils. Et ça, c'est qu'on voit dans les ateliers aussi, que c'est là aussi, chaque personne peut avoir des stratégies pour endormir. Il n'y a pas une seule façon, c'est-à-dire il n'y a pas la manière pour endormir les enfants, parce que le sommeil, comme la façon dans laquelle on mange, ça s'apprend. C'est-à-dire les enfants, ils ne savent pas le faire, et on l'apprend aussi. Et du coup, c'est pour ça que pour nous, c'est tellement important de travailler sur les sommeils, parce que c'est aussi les liens qui se fait entre les enfants et les parents, ça passe beaucoup par les sommeils. En fait, moi, je voudrais... Enfin, c'est quand vous avez parlé de la mort, là, ça m'a fait repenser à des choses. Par rapport à la manière dont on s'endort, effectivement, il y a cette phase où on peut se dire juste... on vous donne la parole. Là, il y a cette phase où ça c'est pas immédiat, et donc...
Bon, les médecins peuvent parler d'une vingtaine de minutes pour s'endormir et où dans ce temps-là, on sent notre cerveau qui est un peu à moitié déconnecté, on est là, mais on n'est plus là. Et voilà. Et dans cette phase-là, elle est quand même assez forte parce que quand on est perturbé, quand on a trop d'idées dans la tête, quand il y a trop de choses compliquées, c'est à ce moment-là où en fait on n'arrive pas à lâcher prise et où on reste à chaque fois réveillé. Et donc il y a des moments où c'est vraiment très très difficile de s'endormir, même quand on est épuisé, même quand voilà, parce que c'est pas si simple. Effectivement, c'est pas le cerveau toc j'appuie. Donc les enfants c'est pareil. Et du coup dans la transmission, par rapport à ce que disait Ariana, on peut accompagner et voir dans nos groupes comment les mamans proposent à leurs enfants, comment elles les accompagnent, comment elles arrivent ou pas à les aider aussi à déconnecter pour pouvoir s'endormir. Et ce qui est évident quand on fait un parallèle avec les animaux, c'est que pour pouvoir s'endormir, il faut être en sécurité. Et que si on a un sentiment d'insécurité, et tant qu'on a un sentiment d'insécurité, c'est quand même compliqué d'arriver à s'endormir. Et donc voilà, c'est aussi ça, c'est sécuriser, rassurer. Alors évidemment, on parle des chansons, des berceuses, des rituels, toutes ces choses qu'on fait ou qu'on n'arrive plus à faire par moment. Et voilà. Parlant de la mort, enfin du sommeil, je crois que le sommeil, c'est un moment de détente, mais c'est aussi un moment de souffrance, parce que quand on a vraiment envie de dormir et enfin, on a des problèmes, que ce soit des problèmes moraux ou des soucis perso, donc ça nous empêche de dormir. Mais c'est aussi un rappel, malheureusement, bon, pour l'émotion de Marianne, mais c'est aussi un rappel de la mort. Parce qu'en fait, on sait que, bon, je crois que toute personne croyante sait que le sommeil, c'est un signe de la mort. Parce que personne ne peut contrôler le sommeil. Personne. Donc ça, c'est un signe. Donc certaines religions nous disent que quand on est en plein sommeil, c'est que le Créateur a pris votre âme. Et il peut vous la rendre s'il veut. Donc quand on nous prête il nous remet, en fait, nous redonne la vie, cette vie, c'est vraiment une chance. Raison pour laquelle certaines religions, je prends l'exemple de la religion musulmane, quand on se réveille, on remercie Allah en disant Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Ça veut dire quoi? Je remercie au bon Dieu de m'avoir remis mon âme et c'est de chez lui que je retournerai. Merci. Une chose que je voudrais bien ajouter, c'est toujours sur ce parallélisme entre la mort et le sommeil, que justement, notre gros souci d'être vivante, c'est d'accepter la mort en toutes ses formes. Non? Par contre, notre grand travail, c'est aussi de l'accepter parce que ça fait partie de la vie, c'est une composante de la vie qu'on ne peut pas s'empêcher de faire face. La mort, ça existe, c'est pour tout le monde, comme la vie, parallèle et ensemble, entrelacée avec la vie. Le sommeil a aussi, même si aujourd'hui on vit dans une culture qui nous, en fait, elle est faite pour nous empêcher systématiquement de dormir, c'est-à-dire les magasins ouverts 24 heures sur 24, la possibilité d'aller sur Internet, sur son portable, sur distraction continue, la chose que tout le travail et l'école et tout, ça commence très tôt le matin. Ça, bref, on est devenu des machines à stimulation et il y a une culture très répandue de considérer le sommeil comme une perte de temps, au moment où justement c'est un peu la mort, c'est la perte de contrôle. Du coup, c'est où
au moment de luxus, je me suis endormie, mais je devais travailler, comme si travailler, ça serait plus important. Non? Alors que le sommeil, on ne peut pas vivre, on meurt. Si on ne dort pas ou si on dort mal, on meurt, justement. Et du coup, de cette petite, minuscule, régulière morte, nous, on a besoin. Et il faut, des fois, vraiment, c'est très difficile, surtout pour en Europe, dans les cultures occidentaux, d'accepter ça et de vivre avec sérénité ça. On peut aussi, oui. Je voulais juste préciser que dans le sommeil, et ce qu'on transmet, notamment par notre travail avec le Centre du sommeil, on a besoin de dormir, pour rebondir sur ce que dit Touya, on a besoin de dormir pour se construire, on a besoin de dormir pour grandir, on a besoin de dormir pour se... C'est comme une vidange un peu là de tout le corps qui se régénère, les cellules, pour lutter contre les maladies, pour l'oxygène, pour... voilà, donc en fait, quand on dort, c'est aussi très productif et très fertile. Oui, alors Pedro, soignant, moi je suis militant pour le droit à la sieste pour tous, le dolce fare niente. Voilà. Je suis d'origine espagnole et dans le sud de l'Espagne, avant qu'il y ait une dictature européenne qui s'abatte pour normaliser les modes de vie de tout le monde, quand il faisait 40 degrés, en début d'après-midi, on faisait la sieste pour pouvoir repartir au boulot et être frais et dispo. Donc moi je milite pour qu'on ait un droit à la sieste pour tous en France et partout ailleurs en Europe, parce que j'estime que c'est une bonne chose pour se ressourcer et être capable de fonctionner avec tout le monde. Voilà, merci. On est tous militants de cette cause. Bravo Pedro, merci. C'était qui voulait... Il y avait que... Moi. Oui, moi au même titre, je suis enseignante et j'ai été enseignante de maternelle. Et il est de plus en plus difficile de faire admettre à l'éducation nationale de faire dormir les enfants. Parce qu'il est considéré que les enseignants pendant ce temps-là sont inactifs, sont donc non productifs. Et donc il est effectivement très difficile à partir de... On l'admet jusqu'à la petite section. Et dès qu'on rentre dans la moyenne section, si on propose de faire dormir les enfants, nous sommes des feignants. Donc il faut faire effectivement dans l'éducation nationale française tout un travail pour prouver qu'effectivement pendant le sommeil il se passe beaucoup de choses et que notamment tout ce qu'on a appris le matin ou à d'autres moments continue à travailler et est effectif et que c'est nécessaire. C'est le seul moyen de pouvoir prouver que nous ne sommes pas des feignants dans ce moment-là. J'avais un autre témoignage qui était un témoignage plus personnel, enfin là aussi c'était un enseignant mais moins professionnel. J'ai vécu pendant quelque temps avec quelqu'un qui n'avait pas du tout le même rythme de sommeil que moi et qui lui avait la possibilité, puisqu'il écrivait, d'écrire quand il voulait et donc de dormir quand il voulait. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est pas socialement seulement dans la société, avec le fonctionnement économique, mais ça peut être dans l'économie de couple, y compris, très compliqué si un dort toutes les 3 heures et que l'autre, lui, va à un travail qui lui le contraint à se lever et qui a un décalage permanent, y compris pour les gens aussi qui travaillent de nuit, ceux qui travaillent de jour. La relation est compliquée, le sommeil complique la relation finalement pour tout le monde. Merci beaucoup pour... Bon, alors j'ai repris mes esprits. Donc je voulais revenir parce que vous disiez, bon, j'adhère en partie sur le fait que le sommeil, on apprend aux enfants à dormir, on participe. Il y a aussi une éducation du sommeil, mais parfois, il y a certains enfants qui, on a parfois l'impression. Moi, j'ai 2 filles et par exemple, la première. Qui dort beaucoup et tout de suite en fait dès la maternité je me disais tiens vraiment elle a mon sommeil, elle dort comme moi et moi je dors comme ma mère parce que on dort beaucoup, on a besoin de beaucoup dormir, on aime la sieste et on aime vraiment, c'est un grand plaisir que d'aller dormir. Donc ma fille aînée tout de suite dès le berceau je dis elle a mon sommeil. Et la deuxième, par contre, elle a le sommeil de son père. Hein, mais vraiment. Et pareil, c'était évident. C'est-à-dire que cette espèce de ver de terre là, qui n'arrête pas et qui dort.
dort, voilà, qui à 7 heures du matin pète le feu, et même adolescente. Alors ça, c'est rarissime quand même. Même ado, où en général, lève-toi, c'est l'heure d'aller au lycée, machin. Là. Pas du tout, 7 heures du matin et 11 heures, minuit, debout. Et là, vraiment, et donc parfois on a l'impression que on transmet la couleur des yeux, mais on transmet aussi. Donc il n'y a pas que la question de... Non, voilà, je sais pas ce que vous en non, pensez. mais c'est vraiment, moi aussi, quand je parlais de l'apprentissage, je voulais juste dire que c'est entre les deux. C'est-à-dire, les sommeils, c'est sûrement quelque chose, comme on disait, il y a des gens qui, pour nature, ils sont grands dormeurs, petits dormeurs, qui naissent vraiment avec plus ou moins besoin de dormir. Et en même temps, il y a vraiment c'est-à-dire entre notre neurophysiologie, notre être biologique et la manière de laquelle on peut apprendre à dormir, c'est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qu'on peut apprendre et des choses qui, par contre, sont un peu comme tu dis, que ça semble vraiment que, pour certains, c'est très évident de dormir et pour d'autres, non. Et ce n'est pas la faute des parents, comme souvent, la culpabilité qu'on sent quand les enfants dorment. Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience de cette culpabilité, mais souvent, on entend dire, moi, je me sens mal, je me sens que c'est ma faute qu'il ne dort pas. Alors que c'est vrai que des fois, on ne peut pas l'expliquer, mais pour des enfants, c'est très, très facile et pour d'autres, moins. Oui. Ariana, je voulais te poser 3 questions. Enfin, dans les sommeils, on a plusieurs épisodes, plusieurs facettes. Il y a des... En plus, on parle toujours du train. Chacun a son train. Tu rates ton premier train, tu es mort, il faut attendre le deuxième. Et chacun le régule à sa façon. Donc, après, je me suis dit, il y a des moments où tu prends du plaisir dans le sommeil. Là, c'est dans le sommeil partagé quand tu es en couple. Tout le long, ça te fait chier. Mais il suffit que la personne elle se lève, elle s'en va. L'heure qui suit, je te jure, je ne sais pas si ça vous le fait, il y a un plaisir enfin, quoi. Elle veut revenir, tu dis non, reste là-bas, tu ne sais pas. Non, tu as vu, c'est presque le plaisir du sommeil. Et après, on ne peut pas ne pas parler, faire la relation entre le sommeil et ses facettes et les rêves. C'est pas possible. Ah non, c'est ça. Voilà. Parce que justement, nous, dans les groupes qu'on accompagne dans l'atelier, les rêves, c'est une des activités principales du sommeil. Donc, et comme on disait avant, par rapport au fait qu'on ne parle pas beaucoup de sommeil, pareil, dans les rêves, ça semble que c'est quelque chose d'intime, on ne le dit pas, on ne raconte pas. Mais nous, dans les ateliers, on partage aussi, justement, la façon dans laquelle on peut rêver, parce que des fois, c'est très lié aussi à la façon dans laquelle les gens définissent leur sommeil. Par exemple, il y a des personnes qui disent « Moi, j'ai beaucoup de cauchemars, c'est pour ça que je dors, je suis fatiguée, comme disaient les messieurs, quand je me réveille, je suis fatiguée, parce que j'ai une activité des rêves, des fois, qui fatigue. » Et du coup, c'est vrai que les rêves, c'est l'activité du sommeil, même si les gens disent des fois « Mais moi, je ne rêve pas », tout le monde rêve, après on se souvient, on ne se souvient pas. Et du coup, c'est vrai que notre sommeil aussi, la qualité de notre sommeil peut être influencée par les rêves qu'on fait aussi. Je sais pas si... Moi, je voulais vous poser une question. Demain, il y a le changement d'heure. On passe... Est-ce que tout le monde est dans mon cas? Je mets du temps à m'habituer. Ça peut aller même jusqu'à 1 mois et demi pour m'habituer à ce changement. Est-ce que c'est normal ou est-ce que tout le monde réagit comme ça? Voilà. Ben, là aussi, beaucoup, par exemple, c'est justement l'habitude. Nous, on a rencontré des femmes comoriennes, par exemple, qui disaient « Moi, depuis que je suis en France, je galère avec les sommeils parce qu'aux Comores, à 18h, l'hiver et l'été, c'est la nuit. » Et du coup, les rythmes qu'ils avaient appris depuis qu'ils sont petits, c'est à 18h, il y a la nuit et s'endort facilement. Et ils disent « Depuis qu'on est en France, le fait que déjà l'été, ça bascule, et il y a la lumière jusqu'à 10h, ils n'arrivent plus à trouver leur sommeil. » Parce que là aussi, la manière dans laquelle on s'est habitué à dormir est très forte. Et du coup, s'adapter à un nouveau pays, c'est aussi s'adapter des fois à des rythmes de lumière des nuits qui sont différents. Et beaucoup de personnes sont dans ces situations-là qu'ils n'arrivent pas. L'été, par exemple, ils ont beaucoup plus de mal que l'hiver à dormir parce qu'ils ne s'adaptent pas à ce décalage de la lumière et de la nuit. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et en plus, cette règle de enregistrer 1 heure avant et 1 heure après, ce n'est pas une règle qui est faite sur nos rythmes biologiques. C'est une règle qui naît de la nécessité du travail, de la production. Et on retourne encore, c'est une règle artificielle, entre guillemets, culturelle qui est née aussi avec notre exigence des sociétés. Du coup, c'est tout à fait normal que le corps s'adapte pas bien à ça.
J'ai une petite question par rapport au film que vous avez passé tout à l'heure. La dame disait que, elle s'était couchée avec son compagnon et donc ils étaient en train de parler. Puis elle s'était rendue compte en fait que ce qu'elle lui avait répondu, c'était pas, d'après ce que j'ai ressenti, c'était pas ce qu'ils étaient en train de parler. Et c'est vrai que ça m'est arrivé après de mon compagnon. Et donc on parlait, puis en fait je me suis rendu compte que j'ai plongé dans mon sommeil et que dans mon rêve, en fait, je lui ai répondu quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qu'il était en train de me dire. Donc il m'a dit, mais tu t'es endormi? J'ai dit, ben oui, je me suis endormie. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que je t'ai dit? Mais je me suis rendu compte quand même que quand moi j'ai plongé dans mon rêve, je me suis rendu compte quand même que j'étais quelque part aussi dans la réalité par rapport à ce que je discutais avec mon compagnon. Et là, j'ai un petit garçon de 6 ans qui, des fois, la nuit, il se réveille pour demander à boire ou d'aller aux toilettes. Et ensuite, au fil des jours qui passent, je me réveille à l'heure où, en fait, il me demande à boire ou aller aux toilettes. Et lui, il dort toujours. Et moi, je suis réveillée. Donc, c'est un peu des petites questions. Comment ça se fait, quoi? C'est vrai qu'on a déjà entendu beaucoup de fois cette question-là du sommeil et des réveils conditionnés. Donc on se réveille comme ça parce qu'on est conditionné dans notre rythme veille-éveil. En fait, lui il dort, il vous appelle pas du tout. Mais vous, par contre, de boire ou d'aller faire pipi, quoi. Oui. Et lui dort. Oui. Je dis, mais voilà. C'est vrai que c'est l'habitude, certainement, qui fait qu'on se réveille. Comme le travail, on a l'habitude de se lever, donc on est réveillé toujours avant le réveil, quoi. Mais c'est vrai, ce qui me préoccupait le plus, c'est la question par rapport à mon compagnon, qu'on soit couché, puis qu'on est en train de parler. Je plonge dans mon sommeil, je fais mon rêve. Mais à la fois mon rêve, je suis un peu dans la réalité par rapport à... Voilà, je veux dire, c'est vrai que... comment comprendre la situation? Mais ça, c'est très important parce qu'on est habitué à penser qu'il y a les sommeils et l'éveil. Il n'y a pas de... C'est pas si net la frontière. En réalité, si on voit aussi ça, que ça se passe dans notre cerveau et notre corps, il y a beaucoup de moments qui sont beaucoup plus fluctuants. C'est-à-dire, il y a des moments de semi-éveil, d'éveil profond, des sommeils profonds. Donc là aussi, on a une représentation de la frontière entre sommeil et réveil qui est très claire, alors que ce qui se passe, en réalité, c'est beaucoup plus flou. Il y a beaucoup d'expériences de personnes qui, par exemple, ils ne savent pas si on rêvait, s'ils étaient éveillés, si c'était une hallucination qui dormait. Et ça, c'est vraiment beaucoup partagé par toutes les expériences. Et en étudiant le cerveau aussi, on voit qu'il n'y a pas qu'éveil au sommeil, mais il y a plusieurs étapes intermédiaires aussi. Et du coup, ce qui nous permet dans les ateliers souvent d'aborder les questions du somnambulisme ou des terreurs nocturnes ou des choses qu'on peut appeler des troubles du sommeil, mais qui en fait sont des moments où effectivement c'est pas si net et où on se retrouve, où l'enfant, en tout cas le parent, assiste à des scènes où son enfant fait des choses, se lève, marche ou crie ou se débat. Et cette frontière de savoir est-ce qu'il dort, est-ce qu'il est réveillé, elle est aussi pas toujours facile à détecter. Moi, quand je dors, j'ai beaucoup de chaleur. Je suis tout chaud, je bouillante, comme une cocotte minute. Alors, vous voyez, je mets en dessous la couette, j'ai beau mettre le chauffage, je mets un peu le chauffage un tout petit peu, mais j'ai beaucoup chaud. Après, la nuit, je me réveille et j'éteins le chauffage. Après, j'ai encore chaud encore, de nouveau chaud. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, ça. Des fois, ça vient de la... ça peut venir de... Vous avez chaud des... Ouais. Après, une chose que nous, on fait par exemple beaucoup dans les ateliers aussi, est chercher de reconstruire l'histoire des sommeils de chacune. Parce que chacun de nous, on
on a une histoire de propre sommeil. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment vous endormez quand vous étiez petit, comment vos parents vous endormaient, comment vous avez grandi avec les sommeils. Parce que des fois, on trouve, par exemple, je vais faire un exemple tout bête, mais il y a beaucoup de gens qui, pour s'endormir, doivent entendre les bruits de sèche-cheveux. C'est-à-dire ils sont habitués au fait que peut-être leur mère, pour les endormir, utilisait les bruits parce que c'est un bruit constant. Et du coup, depuis qu'ils sont adultes, ils doivent écouter des bruits comme ça. Des gens qui se bercent parce qu'ils, pour s'endormir, ils doivent se bercer. Il y a plein de façons qu'on utilise pour s'endormir aujourd'hui qui sont liées à la fête de comment on a appris quand on était petit. Et là, par exemple, les travaux qu'on fait dans les ateliers, aussi collecter ces histoires des sommeils de chacune et voir comment des fois on s'est habitué à une manière de dormir qu'on les retrouve sans explication quand on est grand. Je ne sais pas pourquoi moi je ne peux pas dormir si je n'ai pas ça. Et souvent, sans le savoir, c'est parce que quand on a appris à dormir comme ça, de manière... et peut-être que vous, par exemple, vous avez chaud quand vous dormez quand vous étiez petit et vous associez les chaleurs au sommeil. Mais du coup, en tout cas, il y a des liens avec notre propre histoire de sommeil. Oui. Ariana, je voulais te faire une comparaison souvent avec le sommeil, parce que le sommeil, c'est toute une identité, une entité en soi, quoi. Et souvent, je fais une comparaison avec la plongée. Il y a des paliers. Et en fonction du sommeil, il a son rythme, il a ses temporalités. Des fois, on se retrouve quasiment au fond, et d'un coup, le sommeil nous ramène à l'éveil. Et donc, ces sursauts-là, c'est là où c'est intéressant, quoi. Et c'est presque comment on arrive à apprivoiser. Et dans ces moments-là, il y a toujours aussi un autre facteur qui vient entrer. On est éveillé, on est conscient de ce retour fulgurant, quoi. C'est qui a dit ça? Non, par exemple, comme on disait elle, que des fois, elles ne savent pas comment elles rémergent. Oui, et donc c'est pour ça qu'après, là, il y a... Ça, c'est bon. On ne va pas rentrer dans ces discours parce qu'on va se perdre. Mais c'est justement à quel moment, entre ces paliers, c'est quoi qui se déconnecte de l'inconscient et du conscient? Ces frottements, ces glissements qui accompagnent le sommeil, qui accompagnent justement de se lâcher, s'abandonner ou de revenir, quoi. Ces glissements. Non, mais c'est vrai. Cherche-moi. En tout cas, juste pour conclure, du coup, la chose qu'on a, avec tous ces ateliers qu'on a pu voir, et que des fois aussi, même dans les sommeils, on se sent jugé. C'est-à-dire comme parents, comme adultes, comme enfants, la façon, si on dort mal dans cette société, est vue mal, comme si c'est notre faute ou quelque chose que si tu dors mal, c'est pas... Et par contre, surtout avec les mères, c'est qu'on travaille vraiment sous la déculpabilisation, sur le fait que dans une société comme la nôtre, dormir, c'est devenu aussi compliqué. Et aussi les accompagner donc à comment on peut trouver des façons de partager des expériences et pas s'enfermer dans les silences. Donc je ne dis pas que moi, mes enfants ne dorment pas parce que c'est mal vu. Et chacun, accepter aussi que chacun a sa façon de dormir et que ça peut être différent. On a vu des mères, par exemple, qui elles sont habituées à dormir avec tous les enfants parce qu'ils ont peur, parce que la nuit, c'est un moment aussi délicat et ils ont peur que les enfants dorment toutes seules. Et des fois, ils se sont jugés par rapport à cette question-là et voir comment c'est important de partager les expériences et sentir que chacune a une vision aussi de la manière dans laquelle qu'est-ce qui arrive dans les sommeils. On a parlé de la mort, par exemple, mais chacun peut attribuer au sommeil des moments, en tout cas, très délicats et on ne doit pas se sentir jugé par rapport à la façon dans laquelle on dort parce qu'on dort et c'est différent pour chacun. On finit avec une dernière question, si ça ne vous dérange pas. Non, c'était par rapport à la culpabilité. Moi, je n'ai pas d'enfant, mais je dors énormément, et ça depuis toute petite. Pour moi, le réveil, je me souviens même la maternelle, c'était un objet de torture. Et je ressens une certaine culpabilité, alors que pour moi, c'est un véritable refuge. Faire une sieste, c'est de la ressource, et j'ai l'impression qu'au niveau de la société, c'est mal perçu, ça fait paresseux, enfin voilà. J'ai l'impression que ça cadre pas avec l'idéal de vie.
On a un peu perdu on a un petit peu oublié au fil du temps les fonctions et l'utilité du sommeil. Et on travaille aussi avec des adolescents qu'on entend tout le temps dire et qui sont imprégnés du fait que le sommeil est une perte de temps et que ça sert à rien et du coup c'est en ça aussi où c'est culpabilisant et où on s'y retrouve pas. Le sommeil en fait est nécessaire et cette sensation de refuge elle est aussi très intéressante et très importante pour continuer de vivre après le reste de la journée, le reste du temps. Donc c'est aussi se réapproprier, réapprivoiser un petit peu toutes les fonctions nécessaires du sommeil et toute l'importance de ce temps du sommeil. Bien, on vous remercie beaucoup. Avant de Oui. vous laisser, alors nous, on a, c'est un peu provisoire, mais on a amené justement les résultats un peu d'un atelier sommeil qu'on a fait au Bagne. C'est-à-dire, on a fait 7 séances et chaque séance, ça venait un contenu. Il y a des contenus qu'on a un peu bricolés avec ces femmes. Et après, il y a des contenus que c'est moi que j'ai redessiné, j'ai réinterprété un peu. Et ça marche comme ça. Ça, c'est un peu la position, le point de vue, c'est de la femme, là, parce que ce sont été eux qui participaient aux ateliers. Du coup, comment c'est son sommeil, sa position et son compagnon, qu'est-ce qu'il fait, s'il y a une séparation ou pas, ça, si le bébé dort dans l'autre chambre ou ensemble. Après, il y a des choses qui, par rapport au sommeil qu'il y a le bébé, comment il s'endort, comment la mère se comporte avec le bébé avant de l'endormir. Et après, il y a l'historique du sommeil illustré pour de chaque mère. Je vous invite aussi de manière délicate à fouiller, comme ça. Et les rapports au rêve. Et c'est un peu une synthèse, disons, pour chaque femme de ce qui s'est sorti dans l'atelier. Voilà, ça reste jusqu'à demain si vous voulez vous donner un coup d'œil à ça. Et merci beaucoup. Merci à à la vous, fois l'histoire des Merci pour ce travail et cet atelier.